que la question raciale est une question explosive. En France, décider de consacrer du temps à parler de questions raciales, mais aussi de féminisme, eh bien, c'est s'exposer à des vexations, voire effectivement à des pertes. Que la racialisation est liée à une histoire de colonisation, d'esclavage, qui a pu conduire également à des génocides et qui a produit des conséquences dans nos imaginaires collectifs et dans les pratiques actuelles. Donc, parler de race, c'est parler de ce critère qui permet de distinguer, de discriminer, qui autorise des personnes en fait à cliver la société et à la penser d'une manière qui génère des discriminations, du racisme. Et donc, on ne peut pas lutter contre le racisme, on ne peut pas essayer de déconstruire ces différentes hiérarchisations sans parler de ce critère, en fait, qui est le critère de la race. Alors, évidemment, l'aspiration que l'on devrait tous avoir, c'est celle de dépasser ce phénomène racial, mais aujourd'hui, on n'est pas du tout en mesure de le faire, donc il faut en parler, il faut nommer pour déconstruire et pour dépasser. Pas une question de couleur de peau objective. La racialisation, c'est un processus qui peut conduire à la mise en domination raciale de personnes qui peuvent par ailleurs être perçues comme blanches. Et donc la Shoah, c'est du racisme. Les personnes considérées comme juives, qu'elles le soient réellement ou non, ont été racialisées. Elles ont été racialisées par les nazis et donc elles ont vécu la Shoah et l'Holocauste d'une racialisation. Et c'est pour ça que c'est important de dire que la race, en fait, c'est une construction arbitraire, c'est-à-dire qu'on peut décider que ma couleur de peau me fait appartenir au même groupe que Beyoncé que vous avez cité. Et en vérité, quand on nous regarde toutes les deux, il n'y a absolument rien de commun. Nous n'avons pas les mêmes traits, nous n'avons pas les mêmes cheveux, nous n'avons pas la même couleur de peau. Mais l'histoire de nos ancêtres fait qu'aujourd'hui, en 2022, nous sommes considérés comme appartenant au même groupe racial. De la même manière que les théories nazies ont racialisé des personnes d'une ascendance réelle ou supposée juive et les ont enfermées dans un groupe racial. Et donc, quand Whoopi Goldberg dit que ce sont des blancs contre d'autres blancs, c'est pas ce qui s'est produit. Déjà, c'était pas une opposition, en fait, c'est un génocide. C'est pas des gens qui se sont combattus les uns et les autres. C'est un groupe qui a agressé un autre groupe et qui a tenté de l'anéantir. Et surtout, c'est un groupe qui s'est considéré comme appartenant à une entité supérieure à celle de l'autre groupe. Ça montre bien que dans le racisme, en fait, il n'y a absolument rien de biologique. On est dans la construction et dans la domination qui est proprement liée à l'idéologie. Donc, comme je le disais en introduction, vous avez certainement découvert donc cette jolie couverture. C'est Kif Taras, le premier livre écrit par Rokhaya Diallo et Grace Lee, qui est dans le prolongement du podcast, qui comptabilise plus de 4 millions d'écoutes et qui vise à déconstruire le racisme systémique. Rokhaya Diallo, est-ce que tu m'entends ? Oui, bonjour Nadia. Bonjour, ça fait plaisir de t'entendre. Ravie aussi, merci beaucoup pour cette invitation et pour la diffusion de l'extrait. Avec plaisir, Rokhaya. Déjà, félicitations pour cette longue retranscription donc, des interviews donc, du podcast, mais pas seulement, puisqu'il s'agit aussi de se poser la question de comment on peut impacter aussi la société, donc à travers les réflexions que Grace Lee et toi-même apportez dans cet ouvrage. Donc, vous avez osé justement sauter à pieds joints dans les questions raciales avec ces 85 épisodes. Et pourtant, on a encore du mal à parler du mot race. Il est encore vraiment tabou. Comment tu l'expliques, Rokhaya Diallo ? Alors, tu l'as expliqué ici dans cet extrait, mais finalement, tu es tout le temps mise à l'épreuve et on te demande toujours de revenir sur cette question que tu expliques pourtant de la meilleure des façons. On ne peut pas mieux clarifier ce concept, mais comment expliquer qu'en 2022, on résiste encore à comprendre qu'il s'agit d'une catégorie sociale et pas du mot race dans le sens biologique. Alors, merci beaucoup, Nadia. Effectivement, le livre que Grace Lee avons écrit est un livre qui a vocation à permettre aux personnes de se documenter sur la question raciale, sur ses bases, ses fondements historiques, son expression dans la vie quotidienne ou au public, tout simplement, aujourd'hui, dans le contexte français. Et il est vrai que c'est une question qui est mal maîtrisée parce qu'elle est très peu enseignée et parce que souvent, elle est enseignée, en tout cas, elle est débattue, quand elle est débattue dans l'espace public, sur un ton relativement anxiogène. Donc, c'est vrai que l'extrait que tu as diffusé, qui était sur LCI la semaine dernière, a énormément circulé sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression, effectivement, d'avoir déjà dit cette chose à plusieurs reprises, mais que peut-être il y a aujourd'hui une écoute un peu plus attentive à ces questionnements parce que, effectivement, on a passé
ces dernières années, des événements ont conduit de plus nombreux Français à s'interroger ou en tout cas à constater les effets de la racialisation historique sur la société française actuelle. Oui, alors justement, comment combattre le racisme sans parler de race, en fait? C'est ça la question. Pour toi, il est évident qu'on doit recourir, expliquer, pointer, détailler ce concept pour mieux lutter contre les discriminations. Comment pourrait-on faire autrement? Tout à fait. En réalité, c'est le racisme qui fait exister la race. C'est vrai que c'est un terme qui est tabou, mais c'est un terme qui existe dans notre droit. Il est toujours dans la Constitution française, malgré un vote de l'Assemblée nationale qui a voulu le retirer en 2018. Ça n'a toujours pas été approuvé par le Sénat. Et surtout, il faut le comprendre comme un outil de domination, c'est-à-dire que la racialisation est liée à une histoire de colonisation, d'esclavage, qui a pu conduire également à des génocides et qui a produit des conséquences dans nos imaginaires collectifs et dans les pratiques actuelles. Donc, parler de race, c'est parler de ce critère qui permet de distinguer, de discriminer, qui autorise des personnes en fait à cliver la société et à la penser d'une manière qui génère des discriminations, du racisme. Et donc, on ne peut pas lutter contre le racisme, on ne peut pas essayer de déconstruire ces différentes hiérarchisations sans parler de ce critère, en fait, qui est le critère de la race. Alors, évidemment, l'aspiration que l'on devrait tous avoir, c'est celle de dépasser ce phénomène racial, mais aujourd'hui, on n'est pas du tout en mesure de le faire, donc il faut en parler, il faut nommer pour déconstruire et pour dépasser. C'est ça, nommer pour mieux lutter. Le mot race, une catégorie sociale. Les opposants de ce terme, il y en a beaucoup, ils sont nombreux. Je pense notamment à monsieur Marc Côté. Je me souviens même plus, c'est Boc Côté, voilà, monsieur Marc Côté, qui a écrit un livre fantastique, Révolution racialiste. Alors eux, ce qu'ils craignent, c'est qu'en recourant à ce terme-là, même s'il a une acception plutôt sociologique, ça pourrait conduire à réhabiliter le mot race dans son sens biologique. Non, mais en fait, c'est moi ce que je trouve formidable, c'est qu'on pense que en retirant un mot de manière totalement magique, la France va supprimer le racisme. Alors que ce mot sert justement dans la Constitution, il est inclus dans une expression qui est sans distinction de race. Donc ça veut dire en fait que c'est un mot qui a été introduit pour lutter contre les discriminations, contre les distinctions qui sont fondées effectivement sur une fiction qui n'a pas de fondement biologique, mais sur une fiction qui est tout à fait opérante. Donc moi, ces gens qui passent davantage d'énergie à dire que les gens qui utilisent le terme race sont des problèmes plutôt qu'à lutter contre le racisme qui est documenté à plusieurs niveaux, au niveau des recherches d'emploi, des recherches d'appartements, au niveau aussi de la verbalisation quand même d'un certain discours politique qu'on entend énormément, particulièrement en ces temps de campagne présidentielle. Donc ces gens-là qui vont davantage lutter contre le mot que contre des phénomènes qui sont absolument visibles, lisibles et audibles, eh bien ce sont des gens qui pour moi luttent en réalité contre l'antiracisme et qui ont trouvé un prétexte commode qui est de dire que ce mot-là est un problème et que ce mot-là est un mot qui génère du racisme, alors que c'est absolument faux. Oui. Je vais te poser cette question un peu relou, un peu fâcheuse, mais je dirais un peu relou. C'est parce que je sens qu'elle va être posée par des trolls en commentaire de la vidéo YouTube. Est-ce qu'il y a un racisme anti-blanc, Rokhaya Diallo ? Alors, il y a effectivement, il est possible de discriminer, d'éprouver des sentiments de haine ou d'agresser des personnes parce qu'elles sont blanches ou perçues comme telles. Mais le racisme, c'est un mot qui a une histoire. Il est ancré dans une histoire très longue, qui est l'histoire de l'esclavage, qui est l'histoire de la colonisation, qui est l'histoire de la Shoah, et donc qui est une idéologie de hiérarchisation des groupes en fonction de critères arbitraires qui constituent effectivement des groupes raciaux, et une hiérarchisation qui a conduit à une institutionnalisation et à une violence. Donc le racisme, c'est ça s'inscrit dans cette histoire-là de manière très très précise, et c'est un phénomène qui opère à différents endroits de la vie quotidienne. Or, les personnes blanches ne font pas l'expérience d'une discrimination structurelle qui serait issue d'une histoire et d'une idéologie qui aurait hiérarchisé le monde de manière à faire que les blancs seraient en bas de l'échelle hiérarchique. Si certains blancs font de manière individuelle l'expérience de violence, évidemment, c'est condamnable, mais ce n'est pas une expérience collective. Aujourd'hui, le fait d'être blanc ou blanche n'est pas un
désavantage structurel en France. Quand on est blanc, on ne se demande pas quelles conséquences sa couleur de peau aura sur sa trajectoire professionnelle, quotidienne, ou même sur le fait de pouvoir, par exemple, se reconnaître dans des gens qui nous ressemblent dans les films, à la télévision, dans la littérature, etc., etc. Donc, ce n'est pas du racisme à proprement parler, même si toute haine et toute violence doivent être combattues. Merci, Rokhaya, de l'avoir de nouveau clarifié. Je posais la question en introduction, mais je vais peut-être la repréciser. Je te demandais si l'on pouvait penser la question raciale en France, et je vais la compléter, cette question, sans risque. Sans risque pour sa carrière ou sans risque pour sa vie. Tu as été la cible de nombreuses campagnes de cyberharcèlement, tu as été la cible de menaces de mort. D'autres professeurs en université ont vu leur évolution ralentie, parce qu'ils défendaient une vision indigéniste, mais ça c'est leur langage, donc je vais plutôt dire qu'ils s'intéressaient aux questions du décolonialisme. Est-ce que tu peux peut-être témoigner justement de ces difficultés aujourd'hui en tant que journaliste, autrice et militante d'aborder ces questions sans craindre pour sa vie quelque part? Ce qui est certain et très très juste dans ce que tu dis, c'est que la question raciale est une question explosive. En France, décider de consacrer du temps à parler de questions raciales, mais aussi de féminisme, parce que Kif Taras est un projet qui justement essaie de croiser les dynamiques d'oppression en parlant en tout cas du genre et de la question raciale, eh bien, c'est s'exposer à des vexations, voire effectivement à des pertes. Moi, par exemple, j'ai fait mon premier procès en cyberharcèlement en 2014, donc pour une agression qui était intervenue en 2013. J'ai gagné, c'était un appel au viol. J'ai aussi été menacée de mort à plusieurs reprises. Effectivement, je suis régulièrement injuriée, cyberharcelée. C'est complètement hebdomadaire. Et je suis aussi exposée à des récriminations extrêmement, plus ou moins brutales de la part de personnalités publiques. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas consensuel et qui génère à la fois de l'agressivité et qui peut aussi générer des pertes. Quand je parlais de pertes, j'ai perdu clairement des opportunités professionnelles du fait de mes prises de position sur la question. Et encore aujourd'hui, mon nom est perçu à certains endroits comme étant sulfureux. Donc oui, en France, c'est compliqué quand on est, par exemple, à l'université, de travailler sur ces questions-là et d'obtenir effectivement des postes, parce que ce sont des questions qui sont considérées comme étant sulfureuses et comme n'étant pas légitimes non plus intellectuellement. C'est aussi ça qui est compliqué, c'est que tout le monde essaie de s'exprimer sur la question raciale. Donc, il y a beaucoup de personnes qui essaient de s'exprimer sur les questions raciales pour les stigmatiser, mais bien peu sont capables de mobiliser les théories qui ont conduit à la réflexion actuelle. Donc, ça reste des prises de position qui sont risquées, en tout cas, qui ne sont pas... génératrice d'opportunités dans le contexte français. C'est véritablement très compliqué. Oui, donc ça provoque effectivement une violence qui est presque irrationnelle quand on parle de ces questions de race et de racisme. Est-ce que tu as le sentiment, Rokhaya, alors déjà j'aimerais te poser cette question, comment on fait pour se protéger de cette violence? Comment toi tu fais? Parce qu'à chaque fois, nous on te regarde sur les plateaux télé, on a énormément de respect pour toi, on est assez admiratif de cette résilience, de cette capacité de répondre aux attaques, mais dans le même temps on se dit, mais comment faire, Rokhaya Diallo? Merci beaucoup pour ta question et ta solidarité. Déjà, je pense qu'il y a des choses qui sont aussi liées à des dispositions personnelles. La réalité, c'est que j'apprécie le débat et que quand je vais débattre sur un plateau de télévision, c'est pas quelque chose qui me fait souffrir. Moi, voilà, je pense que je suis d'un naturel, en tout cas, je l'ai découvert dans l'exercice d'un naturel assez combatif. Donc, le fait de confronter mes idées, y compris parfois de manière violente sur des plateaux de télévision, c'est pas un problème. C'est très différent de ce que j'ai évoqué à l'instant, qui est le cyberharcèlement, qui est beaucoup plus lourd. Et effectivement qui est plus dommageable. Comment fait-on? En tout cas, pour ce qui me concerne, je varie mes activités. J'ai la chance de faire d'autres choses. Kif Taras, c'est le 11e livre que je publie. Je fais des documentaires que je réalise et que j'écris. Donc, c'est un temps de création que j'investis avec une grande liberté. On a ce podcast, Kif Taras, qu'on a créé avec Grassley, qui nous permet d'inviter de nombreuses personnes différentes, dont tu fais partie, par exemple, pour parler de sujets assez
assez varié. C'est un espace de liberté également, et puis surtout aussi, enfin peut-être un petit peu moins depuis 2 ans, mais en tout cas, j'ai l'opportunité de me rendre régulièrement dans d'autres pays, ce qui permet aussi de relativiser ce qui se passe dans le contexte français. Et après, à titre personnel, que je pense qu'il est important de se protéger et de s'entourer correctement d'une manière à avoir un équilibre et à ne pas dédier sa vie à l'espace public. Donc moi, l'espace public, c'est un espace professionnel. Les plateaux de télévision sur lesquels tu peux me voir ou d'autres personnes, donc ce dont tu parlais à l'instant, sont des plateaux où j'exerce ma profession. Donc, je viens en tant que personne qui est liée contractuellement à ces espaces-là. Donc, ça fait aussi aborder la question d'une manière différente parce que je sais que je viens faire mon travail et qu'après, une fois que j'ai terminé mon travail, je rentre chez moi et je m'adonne à des activités divertissantes ou autres. Voilà. Donc, ça joue aussi énormément. Oui, alors toujours en rapport avec cette violence que tu peux subir, et même d'autres sociologues, d'autres autrices qui écrivent sur cette question du racisme et de la race, on a le sentiment qu'il y a clairement une avancée aujourd'hui. On voit de plus en plus de nouveaux visages émerger dans l'espace public qui se saisissent de ces questions et qui sont légitimes, beaucoup plus légitimes à le faire, puisqu'elles sont elles-mêmes concernées. Donc une avancée, et en même temps on a l'impression qu'en face on va créer de nouveaux concepts, on va vous affubler d'islamo-gauchistes, d'indigénistes, on va parler de wokisme pour empêcher finalement ce débat, et on a le sentiment dans le même temps que finalement c'est un peu creuser le fossé et un peu contribuer à cliver la société. C'est tout le paradoxe. Ou alors est-ce que c'est un passage obligatoire avant de pouvoir peut-être vivre de manière un peu plus, de cohabiter et de vivre de manière un peu plus pacifique? Alors, ce qui est effectivement vraiment fascinant, c'est que les deux choses dont tu viens de parler sont consécutives l'une de l'autre. C'est-à-dire que c'est précisément parce qu'il y a de nouvelles figures de personnes non blanches ou une nouvelle génération de féministes qui introduisent dans le débat public des notions qui ont été pendant très très longtemps invisibilisées et qui ont le pouvoir de le faire. Pour quelles raisons? Parce qu'aujourd'hui on dispose de réseaux sociaux qui permettent d'imposer un discours alternatif au discours médiatique dominant. C'est précisément parce que ces figures-là surgissent que les réactions se font violentes et que les conservateurs et les conservatrices redoublent d'imagination pour disqualifier ces personnes en les affublant de noms plus ou moins infamants, plus ou moins stupides, alors qu'en réalité, la plupart des Français ne comprennent pas de quoi il ressort. Par exemple, tu as parlé de wokisme à l'instant, ce mot-là est issu des luttes afro-américaines. Être woke dans un phrasé états-unien noir, c'était au XXe siècle l'idée de la vigilance par rapport aux possibles violences, aux possibles inégalités, en tout cas aux inégalités réelles qui étaient légion à l'époque, et puis surtout le fait de garder les yeux ouverts. Donc c'est quelque chose de très positif et de très affirmatif, et c'est un terme qui a été introduit dans l'espace médiatique français directement pour être considéré comme infamant. Donc je pense que la première des choses à faire, c'est de ne pas nier. Moi, quand on me dit que je suis woke, je préfère être woke qu'endormi. En réalité, je ne veux pas être endormi, je ne veux pas garder les yeux fermés sur les différentes oppressions qui existent dans la cité dans laquelle je vis. Par ailleurs, si vous faites un micro-trottoir dans la rue et que vous demandez aux Françaises et aux Français ce qu'est le wokisme, je pense que personne ne peut vous dire de quoi il s'agit. Donc c'est un mot comme ça, un petit peu valise, dans lequel chacun met tout ce qu'il ou elle projette, en tout cas du côté des politiques, mais qui n'a absolument aucun fondement dans l'espace intellectuel, dans l'imaginaire collectif français. Donc je pense qu'il ne faut pas se laisser intimider par les différents mots qu'on peut employer. Par exemple, l'indigénisme, c'est une création, mais en réalité, l'indigénisme, ça a existé. C'est un courant littéraire haïtien des années 1920. C'est très bien. Enfin, je veux dire, je pense qu'il faut juste, au contraire, revendiquer la terminologie dont on essaie de nous déposséder, comme l'universalisme. Je pense que l'universalisme, c'est très beau et qu'il a des sources et des ressources intellectuelles qui existent aussi en dehors du contexte français, et que dire qu'on y aspire, qu'il n'est pas survenu, mais qu'on y aspire. Et je crois que vraiment, cette agitation qui existe de la part des conservateurs
qui est incarné par quelqu'un dont tu parlais tout à l'heure, qui est Jean-Michel Blanquer notamment. C'est du conservatisme qui est simplement celui de personnes qui sont disposées qui tentent désespérément de garder le pouvoir, de garder la main sur les formulations des discours publics et qui essayent justement d'écarter des personnes qui formulent les choses différemment et qui imposent un discours, une lecture sur le féminisme, sur l'antiracisme, mais aussi sur d'autres questions LGBTQIA+, qui est issu de leur propre terminologie. Et ça, c'est nouveau. Oui. Pour parler de Jean-Michel Blanquer, ce sont aussi des personnes politiques qui sont beaucoup plus liées au passé colonial que ces militants antiracistes à qui ils demandent de regarder droit devant et d'arrêter de regarder en direction du passé. Rokhaya, je sais que tu es très prise. J'ai une dernière petite question. 85 épisodes, Kif Taras. Est-ce qu'il y a une problématique ou une interview qui t'a particulièrement touchée ? Merci de rappeler effectivement l'existence de ce podcast qui est diffusé un mardi sur 2. Grace et moi avons à cœur de vraiment croiser en tout cas d'inviter des profils très différents, aussi bien des artistes que des universitaires, que des personnes engagées, des journalistes, des sportifs ou anciens sportifs. Donc pour nous c'est important en fait de mettre tous les savoirs au même niveau. Et il y a plusieurs épisodes qui m'ont marqué, mais je pense que vraiment l'un des épisodes que j'ai trouvé extrêmement utile et qu'on a fait avant la vague Black Lives Matter qui a surgi après le meurtre de George Floyd. C'est l'épisode qu'on a fait avec Amal Bentounsi sur les violences policières, qu'on a fait au début de l'année 2020, avant la pandémie, qui était extrêmement intéressant. Elle parlait de la plateforme qu'elle avait mise en place, qui s'appelle UVP, Urgence Violence Policière, qui permettait aux gens de signaler et de documenter en fait les violences policières auxquelles ils ou elles assistaient. Et c'était vraiment un épisode extrêmement instructif, qui a été un épisode qui a remporté le plus grand nombre d'écoutes, en fait, qui a donné lieu au plus grand nombre d'écoutes, parce que je pense qu'il parlait vraiment d'un sujet qui reste encore sous-exploité, en tout cas sous-traité, je dirais plutôt dans l'espace médiatique français. Et je pense que c'est une question quand même qui reste très importante dans le contexte français. Mais parmi les 84 épisodes, il y en a énormément qui m'ont marqué. On a parlé de fétichisation du corps des femmes, on a parlé du fait d'être une personne noire et trans, on parle beaucoup aussi des communautés asiatiques parce que Grace Lee, qui est ma comparse, est d'origine asiatique. Et donc, ça permet de parler aussi d'un groupe de Français ou de personnes, en tout cas vivant en France, asiatique, qui est très très peu, dont on parle très peu en fait dans l'antiracisme français. On parle aussi beaucoup, il y a un épisode que j'ai beaucoup aimé dernièrement qui parlait des gens du voyage, et c'est un terme que je mets entre guillemets parce que c'est une construction aussi raciale historique, avec William Acker, et c'est un épisode que je recommande parce que c'est souvent une question qu'on connaît très très peu sur notamment la stigmatisation historique des communautés qu'on a considérées comme étant des communautés issues, qui sont les gens du voyage. Donc c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié également. Merci infiniment Rokhaya Diallo. Je rappelle que le livre Kif Taras est sorti en librairie le 17 janvier, un livre qui vise à abattre les obstacles à la déconstruction du racisme systémique. Et il est aussi nourri par la volonté, c'est important de le marteler, d'œuvrer en faveur de la justice sociale en mettant en lumière des phénomènes ayant un réel impact tant dans le quotidien que dans les décisions politiques. Je te souhaite un excellent voyage, Rokhaya. Merci beaucoup Nadia, bonne fin d'émission. Merci, j'espère qu'on aura le plaisir de te recevoir ici en plateau. Très bientôt. Très, très, très heureuse. Merci encore pour l'invitation. Avec grand plaisir, très bonne journée.